Bonjour à tous. Dans l'actualité, ce 13h, pharmacien ébéniste, il exerce les deux professions cumulativement. Cette polyvalence lui a valu une audience à la Marina. Joachim Rodé a été reçu par Patrice Talon. À suivre. À quoi renvoie la célébration de la Journée mondiale de l'enfant africain que commémore-t-on le 16 juin de chaque année? L'histoire de la Journée mondiale de l'enfant africain nous sera racontée dans ce 13h. Et puis le cyclisme béninois semble avoir pris un bon cap. Après le pari tenu de l'organisation du 16e Tour du Bénin, Romuald Hazoumé, président de cette fédération, revient avec un renfort de matériel. Vous le verrez. Bienvenue si vous nous rejoignez avec cette nouvelle qui vient de tomber. Les tests PCR Covid sont disponibles. La CAF tiendra informer les deux fédérations et on annonce déjà des cas positifs dans le rang des joueurs sierra-léonais. Et Kilero Gounou Sero, notre envoyé spécial, nous fera le point dans les prochains plateaux qui seront organisés dans le cadre de cette confrontation. Il avait été recueilli à 8 ans par son oncle qui l'amène à Cotonou pour y apprendre à la menuiserie. Le petit menuisier se révèle brillant élève mais n'abandonne pas le bois. Pour autant, aujourd'hui, pharmacien, il exerce sa profession de père avec sa passion d'ébéniste. Un parcours atypique, inspirant, d'où cette rencontre avec le chef de l'État, Patrice Talon, au palais. Lundi, hier, Nikano Korvi et Jean Nombimin nous en disent plus. Regardez. Ça aurait été sûrement très surpris par mon invitation. J'ai été très surpris. Les contes de fées existent toujours et dans celui-ci, la bonne fée s'appelle Patrice Talon. Joachim l'a appris à ses dépens. L'heureuse hôte du président de la République est docteur en pharmacie et ébéniste par passion. Une double identité professionnelle qui a piqué le vif intérêt du chef de l'État. Le documentaire qui a été réalisé et qui portait sur ma double casquette professionnelle, il a suivi sur la chaîne nationale et c'est de là qu'il a pris contact par le biais de ses collaborateurs. Ils m'ont contacté et je suis venu. Il a échangé avec moi sur comment j'ai fait pour aboutir à ce résultat. Le documentaire qui déclenche tout, en voici les images. Pharmacien ébéniste, deux cordes à l'arc. Un film du journaliste Armel de Soukago qui raconte l'étonnante histoire d'un garçon taillé dans l'étoffe des héros. Celle de Joachim, un brillant apprenant qui entre midi et 2, et ceci du CI en 6e année de pharmacie, coupe, rabote et ponce le bois dans l'atelier de son tuteur d'oncle. Mon oncle m'avait exigé d'être le premier de ma classe. Ça là, c'était une condition non négociable si je voulais toujours continuer à aller à l'école. Donc c'est ça qui a fait que je n'avais pas le choix. Je faisais la menuiserie, mais concomitamment, je devrais exceller aussi à l'école. Il devrait être menuisier et il n'est devenu que pharmacien. Mais la flamme de l'ébénisterie en lui l'a conduit tout droit au palais de la Marina. Le chef de l'État, il m'a promis m'accompagner de façon personnelle et aussi m'a promis aussi l'accompagnement de l'État en général. Un mot que le chef de l'État a dit qui m'a beaucoup marqué, il a dit sur le parcours d'un homme exceptionnel, il y a toujours quelque chose d'exceptionnel. Un destin d'exception remarqué par un autre homme d'exception, chasseur de tête au service de la République. Voilà la chance de Joachim Rodé au bout de la détermination. Et pour comprendre et connaître les dessous de cette audience du pharmacien ébéniste, le porte-parole du gouvernement était l'invité du JT 20h du lundi 14 juin. Wilfried Léandre Ngwedji nous a répondu à Osias Sounovo. Suivez leur entretien. Le chef d'État a dit qu'il va poser un acte fort pour encourager tous les autres. Il n'aime pas trop qu'on en parle ou qu'on le dise quand c'est lui qui le fait, mais son hôte lui-même vous a dit qu'il lui a promis de l'aider à titre personnel, mais également d'engager la République d'une certaine façon. Effectivement, lors de la dernière attribution des
des places pour ouvrir les officines. Il se fait que M. Horé a bénéficié d'une place dans la commune de Lalo. Il a exposé au chef de l'État qui, à ce titre, lui a promis effectivement son soutien personnel pour l'ouverture de son officine, c'est-à-dire de sa pharmacie dans cette commune-là. Et le chef de l'État est convaincu que cette pharmacie rapprocherait davantage les soins de santé de nos compatriotes. Il s'y est engagé personnellement. Mais au-delà de ça, Patrice Talon, il vise l'avenir. On a dit qu'il faut que cette histoire puisse inspirer d'autres. En prenant le temps de discuter avec son hôte, de le comprendre, de saisir ses ambitions et éventuellement ce qui a pu constituer un frein. Jusqu'ici, il s'est rendu compte que notre ami se voyait un peu plus s'engager dans cette branche de la pharmacie qu'on appelle la galénique, celle qui consiste à mettre en forme les produits pharmaceutiques. C'est-à-dire que vous avez nos plantes qui soignent toutes sortes de maladies. Comment on arrive à les synthétiser, à en faire des gélules, à en faire des comprimés ou des poudres ou des sirops pour leur utilisation. C'est ça qu'il aurait aimé faire. Et donc, le chef de l'État a voulu voir s'il avait déjà pris le temps lui-même de chercher ici et là des opportunités ou des possibilités de formation, puisque c'est une spécialité qui ne se fait pas encore sur place. Et il a découvert que son hôte avait déjà quand même fait des recherches par le passé et il trouve qu'il y a possibilité dans un pays européen d'aller faire cette formation. Et à cet effet, le chef de l'État lui a dit qu'il parlerait avec le ministre de la Santé, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, afin que tout soit mis en œuvre pour lui trouver une bourse, afin qu'il aille faire cette formation. Mais s'il lui offre cette possibilité au nom de l'État, c'est pour qu'il revienne demain. J'allais vous poser la question. J'y viens. Mettre au service de la communauté ce qu'il a appris. Mais croyez-moi, la décision de l'aider ne s'est pas arrêtée là. Le chef de l'État s'est préoccupé de savoir, mais M. Hodé, si vous avez cette bourse, et comme vous l'avez dit, la formation prendrait 4 ans. Que deviendrait votre passion pour les bénisteries? Que deviendrait même votre officine que vous allez ouvrir ici? Et il s'est rassuré de voir qu'il y avait des solutions qui sont apparues tout de suite quant à la prise en charge de la pharmacie, si elle est ouverte, et elle le sera. Mais aussi, en ce qui concerne les bénisteries, le président lui a dit, nous allons pousser les recherches jusqu'à nous rassurer que le pays où vous allez là, la zone où vous allez avoir votre université pour la formation, on va s'assurer qu'il y a une industrie de bois, ou en tout cas une usine où on traite du bois, pour vous permettre de rester au contact du bois, d'apprendre là également, de vous affiner et de revenir également de ce point de vue-là, impacter la communauté béninoise en apportant ce que vous aurez eu de plus. Autre actualité dans ce 13h, des représentants de la délégation burundaise au Bénin ont décerné leur satisfaction à l'expérience béninoise de gestion des cantines scolaires, une expérience que cette délégation officielle voudrait mettre un point d'honneur à répliquer au Burundi. Patrick Diossou et Iva Godokwesi nous rapportent toute l'administration burundaise, du moins celle de la délégation en séjour au Bénin. Regardez. Une conférence de presse, primo, un bilan écrit projeté des acquis de cette visite guidée de travail de Angéline Ndaïchimiye, première dame de la République du Burundi, sur l'expérience béninoise des cantines scolaires. Secondo, une batterie de questions des journalistes béninois et burundais. Tertio, un florilège de réponses, d'abord du PAM, Programme alimentaire mondial, avec ses 2 représentants résidents du Bénin et du Burundi. Ensuite, des 2 ministres burundais présents à cette séance. L'aspect spécial que nous avons trouvé ici, c'est l'engagement du gouvernement à la tolérance zéro pour toute personne qui voudra bien s'approvisionner sur la nourriture destinée aux élèves. Dans toutes les écoles que nous avons visitées, nous avons trouvé que les jardins scolaires étaient développés grâce à l'implication des responsables scolaires, mais aussi grâce à l'implication de la communauté locale. Mais j'ai apprécié beaucoup les mécanismes qui ont été mis en place par l'OPAM et le gouvernement, et c'est ça que nous allons essayer de suivre dans notre système. Nous avons tiré les sorts de ce partenariat sud-sud qu'on va toujours renforcer. Au finish, un satisfecit s'affiche sans masque chez les représentants de la délégation burundaise qui attend avec enthousiasme la visite au Burundi d'une délégation béninoise
Dans ce partenariat Sud-Sud, gagnant-gagnant, très encourageant. Voyons à présent cette fondation, la fondation Move Africa au service des cantines scolaires. Elle soutient la construction de réfections, cuisines et magasins dans un établissement primaire de la commune de Zé, Herman Rodrigue-Mégan et Alain Cissé-Bouémon. Les premiers coups de pioche d'une œuvre hautement humanitaire. Dans cet établissement primaire de Goula-Sodji, dans la commune de Zé, la Fondation Move veut offrir un cadre adéquat pour l'expression des cantines scolaires. Cette initiative est intitulée « Main dans la main ». Étant très conscients de l'importance des cantines, que nous nous associons aujourd'hui à ce projet ambitieux initié par le Programme alimentaire mondial. Un réfectoire, une cuisine moderne et un magasin. La Fondation Move et ses bénévoles se rangent aux côtés du Programme alimentaire mondial, premier partenaire du Bénin, pour des repas chauds, à portée de main des apprenants. Nous sommes très heureux aujourd'hui de notre collaboration avec Move Africa. Et ce que nous sommes en train de faire cet après-midi, ce n'est qu'un début et nous osons espérer que nous allons multiplier ces initiatives. Une action concertée pour qu'aucun apprenant ne déserte les classes faute de repas. Et dans cette lutte, aucun partenaire ne sera de trop. À travers l'événement de ce jour, c'est également un signal fort que lance Move Africa à tous les autres partenaires en les invitant à lui emboîter les pas pour porter le taux de couverture des cantines de 51 à 100% avant la fin du quinquennat qui vient de commencer. À l'école du Bénin, la première dame burundaise est venue, a vu et a appris. Angéline Daïchimier, fortement impressionnée par ce dispositif où ce potager sert de vivier. Elle ira, dit-elle, le cloner chez elle dans son Burundi natal pour, comme le Bénin, jumeler éducation et restauration. Et on parle éducation, l'examen de brevet d'études du premier cycle là aussi a démarré dans le département de la Donga. C'est le collège d'enseignement général CG1 de Bassila qui a abrité le lancement officiel, ceci en présence des autorités préfectorales et locales Aniat Bello et Bernard Diaoui. À 8 heures, les candidats au brevet d'études du premier cycle dans le département de la Donga étaient déjà face à leurs copies et épreuves. Au niveau du CEG1 de Bassila, qui a abrité le lancement officiel, 30 minutes avant, tout était prêt pour le démarrage dans le strict respect des mesures barrières contre le coronavirus. Nous avons enregistré au total 3462 candidats pour le compte du département, dont 1310 en série ML et 2152 en série MC. Cet effectif est logé dans 9 centres de composition donc des épreuves écrites pour 115 salles. Déjà avec l'effectif qui n'est pas très encourageant de mon point de vue, au moins que les meilleurs sortent d'ici. Le premier qu'ils sortent au moins de cet établissement pour nous honorer dans le département de la Donga. Pour rappel, la Donga avait occupé la 6e place l'année dernière avec un taux de 49,24%. Et puis dans le département du Borgou, c'est la commune de Ndali qui a été retenue pour le lancement officiel de l'examen du BEPC. Ils sont près de 13 000 candidats à l'assaut de ce diplôme. Michael Nouati et Dorcas Tito. CEG1 de Ndali, dans le département du Borgou. Ils sont 984 candidats à l'assaut du brevet d'études du premier cycle BEPC. Dans ce centre de composition, toutes les conditions techniques sont mises en œuvre pour le bon déroulement de l'examen. Vous devez constater qu'à l'entrée du centre, il y a déjà un dispositif de lavage de mains pour accueillir les candidats. Et devant chaque salle de classe, nous avons disposé des dispositifs de lavage de mains. Dans chaque classe, nous avons mis à disposition des candidats des gels hydroalcooliques. Au plan départemental, ils sont près de 13 000 candidats à plancher dans 15 centres de composition. Dans le département du Borgou, ils sont cette année 12 263 candidats inscrits, toutes séries confondues.
et dont 5813 de sexe candidats de sexe féminin, soit un pourcentage de 47,20%. Nous leur avons demandé de s'assurer d'un certain nombre de dispositions. Déjà de ne pas oublier leur carte scolaire en quittant la maison. De ne pas oublier les différents outils devant leur permettre donc d'affronter les différentes épreuves. Nous comptons beaucoup sur eux parce que nous sommes en compétition déjà entre départements. La délégation met ensuite le cap sur le CEG Zongo de Parakou et le Centre de promotion sociale des aveugles où 3 candidats planchent de manière exceptionnelle pour l'obtention du précieux sésame. Rencontre d'urgence de la plateforme de réduction et de gestion des risques et catastrophes au Mono. Tous les acteurs de ce creuset de riposte se sont retrouvés à la préfecture de ce département. Objectif: organiser la riposte aux éventuels cas d'inondation. Le compte-rendu de la rencontre avec Abdoulaye Idrissou et Aziz Alaoui. C'est une rencontre qui fait suite aux différents constats autour du fleuve Mono. Les spécialistes en prévision et gestion des inondations, les maires et les responsables des services déconcentrés concernés par cette catastrophe réfléchissent à des solutions idoines. Dans le dispositif qui est en place pour la réduction des risques de catastrophe au Bénin aujourd'hui, il y a les plateformes qui jouent un grand rôle. Et la plateforme départementale du Mono s'est réunie pour discuter des questions liées surtout à l'inondation qui est imminente. Au niveau de la commune de référence, où nous avons des informations pour apprécier le niveau d'alerte, donc la commune de Atiémé, nous nous rendons compte que nous sommes en situation verte. Mais curieusement, dans la commune de Grand Popo, les populations sont déjà dans l'eau. Actuellement, nos populations de Heve, de Hundjounji, d'Onkufwe, d'Avlo sont actuellement dans l'eau. Tous ceux qui entourent le préfet ont vu la gravité de ce qui se passe et les grandes décisions sont en train d'être prises pour sauver rapidement la situation de Grand Popo. Ce rendez-vous a été véritablement fructueux. Fructueux en ce sens qu'il nous a permis de rappeler aux uns aux autres leur rôle en matière de prévention et surtout de gestion des catastrophes naturelles et anthropiques. La gestion de la vague de sécheresse qui a perturbé le cycle des cultures dans le Mono était aussi à l'ordre du jour. On passe à présent à cette interrogation. À quoi renvoie la célébration de la Journée mondiale de l'enfant africain que commémore-t-on le 16 juin de chaque année? Voici l'histoire de la Journée mondiale de l'enfant africain. Elle est racontée par Ghislain Koguet. Soweto. 16 juin 1976. Des centaines d'élèves sont dans la rue. Une marche pacifique en chanson contre la décision du pouvoir de l'apartheid d'imposer la langue afrikaans à l'école à la place de l'anglais. La horde chantante dans sa progression est bloquée par la police. Le face-à-face dure quelques minutes. Puis, le feu. À balles réelles. Des centaines d'élèves sont tombés, abattus comme des chiens. Et cette photo qui fit le tour du monde, preuve d'une barbarie sans nom. Le premier collégien tombé sous les balles des policiers, Hector Peterson, dans les bras de Mbouyi Sam Makubu. Le photographe s'en souvient. La loi dans le pays interdisait de prendre des photos des agissements de la police. Donc, je savais que je risquais ma vie. La sœur de Mbouyi Sam Makubu, elle aussi, malgré le temps qui passe, n'a pas oublié. Quand mon frère Mboïssa était venu à la maison, il sonnait 9h ou 10h du soir. Il était confus. Il se sentait mal parce que Hector était mort. Son intention était de le sauver. En souvenir à ce massacre, chaque année, le 16 juin, depuis 1991, la planète commémore la Journée mondiale de l'enfant africain.
Voyons à présent cet ouvrage, un ouvrage sur les migrants béninois ayant ou non réussi leur migration. Le projet de la Fondation Friedrich Ebert au Bénin. 2 journalistes béninois ont été commis à cette tâche. Leur œuvre a été présentée au public du Centre Artistis Africa, Patrick Diossou et Igor Ayosso. Voix des migrants béninois, un livre produit par la FES, Friedrich Ebert Stiftung, la plus vieille fondation politique allemande et qui lutte pour le développement et la liberté d'opinion et de circulation. Un livre, c'est aussi un auteur ou des co-auteurs. Le projet avait pour objectif, comme le titre du livre l'indique, d'entendre la voix des personnes, des Béninois qui ont tenté la migration pour une raison ou une autre, qui ont vécu leurs expériences et qui par la suite sont rentrés au pays, volontairement ou involontairement. Et les exemples sont légion. Une dame qui vit plus de 30 ans en Côte d'Ivoire, qui n'était pas allée en Côte d'Ivoire de sa propre volonté, c'est à la suite de son mariage, qui s'installe là-bas, qui par la suite perd son mari et est obligée d'élever ses enfants seuls, se battre, être victime de braquage et par la suite se décide de rentrer au Bénin tout en ayant la tête en Côte d'Ivoire. Voilà l'une des histoires que Léon Gamaillé et Vincent Aguet sont allés chercher à travers un tour géographique du Bénin. Voici un livre qui pose la question cruciale. Que faut-il faire pour décourager ceux et celles qui partent en aventure sans penser à la mésaventure? C'est un peu difficile de raconter ça. S'il vous plaît, donnez un peu de votre sang pour sauver une vie. C'est un appel des agents de santé de l'antenne Atlantique littorale de l'Agence nationale pour la transfusion sanguine. La situation de leur banque de sang y incite. Le spectre de la pénurie plane sur si les volontaires restent insensibles à cet appel. Stanislas Limpon et Daniel Hadar. Le nombre de poches de sang en pleine diminution dans ce centre. La demande de ce liquide biologique a augmenté ces derniers temps. Une situation qui inquiète les responsables en charge de la transfusion sanguine dans l'Atlantique littoral. Normalement, pendant cette période, notre banque doit être déjà remplie. Mais vous constatez avec nous qu'il n'y a même pas le quart de poche de sang. Quand c'est comme ça, nous, acteurs, ça nous fait peur. Pour éviter le pire, l'agence multiplie la mobilisation des volontaires donneurs de sang. Des potentiels donneurs écœurés de constater une banque de sang presque vide. Si nous voyons le truc de sang qui est vide comme ça, c'est dangereux. Je me rappelle là, le samedi, ils m'ont appelé de venir donner le sang. Je les ai dit le lundi matin, je serai là pour donner le sang. On ne me sollicite pas d'abord avant que je ne vienne le donner. Je suis toujours à 4 dons chaque année. Je suis à 93 dons environ depuis 1995. Avec les nombreux cas de paludisme enregistrés en cette période de pluie, cette responsable craint de voir prochainement sa structure dans l'incapacité de satisfaire les hôpitaux. Elle sollicite les personnes de bonne volonté à manifester leur générosité en donnant un peu de leur sang. Et puis les membres de l'association Ouémé-Houé étaient en congrès ordinaire à Diohou dans le département de l'Ouémé, le 2e du genre. Après 12 ans, les assises consacrent la relance des activités avec à la clé le renouvellement des organes de l'association Brissongo, Firmin Bassao. Une association identitaire connue beaucoup plus sous le nom de Ouémé-Houé qui œuvre pour le développement de la vallée de l'Ouémé. Après leur premier congrès ordinaire tenu en juillet 2015, les membres de cette association se retrouvent pour un second congrès à Adjoum. En effet, celles-ci ont été depuis peu perturbées par de nombreux événements, dont notamment la crise pandémique du Covid-19 et quelques agitations très regrettables au plan interne. Ces événements, il faut bien l'avouer, ont quelque peu freiné l'envol très remarquable de Ouémé-Houé, que nous reconnaissons d'ailleurs
avec une admiration bon nombre d'observateurs. C'est une réalité aujourd'hui que notre vallée a besoin d'une telle union afin de mettre en valeur toutes les riches potentialités dont elle regorge. Nous avons le devoir historique de nous réorganiser avec plus de responsabilité et d'engagement pour traduire dans les faits notre unité d'action, laquelle doit être reconquise à tout prix. L'Union générale pour le développement des communes de la vallée de l'Ouémé, regroupant les 4 communes de la vallée et qui constitue Ouéméhoué, cette association repart ainsi sur de nouvelles bases avec à la clé le renouvellement des différents organes de l'association. Et puis le cyclisme béninois semble avoir pris un bon cap après le pari tenu de l'organisation du 16e Tour du Bénin. Romuald Hazoumé, président de cette fédération, revient avec un renfort de matériel et des équipements offerts par l'Union cycliste internationale. On les découvre ensemble avec Igor Ayosso et Eman Rodrigamega. Des coups de pédale cadencés et des mains gantées de détermination. Sur les routes du 16e Tour cycliste international du Bénin, les écureuils ont montré du caractère. Nous venons de faire un tour du Bénin sur lequel personne ne nous attendait. Preuve que les lignes bougent dans cette discipline, l'Union cycliste internationale offre 10 vélos moyens de gamme et autres accessoires au Bénin. Quand on nous donne du matériel à l'étranger, comme la Sobebra nous achète du matériel, même si une partie de ce matériel est utilisée pendant que nous ayons besoin de ça, nous devons faire une remise officielle. Et cette remise officielle permet à celui qui nous a offert le matériel de pouvoir savoir que ce matériel est arrivé juste là où le matériel doit arriver. De la logistique à portée de pied pour des coureurs bien plus déterminés à gravir les plus grosses montées. Le cyclisme commence par faire rêver. Les Béninois découvrent progressivement des athlètes capables d'aller titiller les sommets sur le continent. Il y a quelques années, le Bénin n'était nulle part. Aujourd'hui, nous commençons à être sur les podiums. Le Bénin a décidé d'inscrire son nom sur le toit de l'Afrique à travers le sport. Et dans toutes les disciplines où nous avons du potentiel, dans toutes les disciplines où aller décrocher un podium, une médaille, une coupe est possible, nous allons nous battre pour le faire. Et la petite reine ne compte pas rester en marge de ce mouvement. Elle veut reposer son destin sur les jambes de ses coureurs. Et on passe aux informations hors du Bénin. Les habitants du village de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, déjà en effervescence, pour accueillir leur fils le 17 juin prochain au Japon. La compagnie aérienne Nippon lance officiellement un programme de vaccination pour les employés, vaccination contre le coronavirus. Suivez. Les habitants du village de l'ancien président Laurent Gbagbo débutent les festivités en attendant son retour en Côte d'Ivoire prévu pour le 17 juin après 10 ans d'absence. Dans son village, chefs et habitants se disent prêts. Des militants ont même organisé une marche de Gagnoa jusqu'à Mama pour lancer officiellement le début des réjouissances. Je vais l'accueillir comme un père. Quand il était ici, le village était bon. On était heureuse, tout ça. Donc, on souhaite qu'il n'a qu'à revenir. La compagnie aérienne japonaise lance un programme de vaccination pour les employés de l'aéroport de Haneda en donnant la priorité aux membres du personnel navigant international. Environ 190 membres du personnel devaient être vaccinés ce lundi. Les chefs d'État et de gouvernement des pays de l'OTAN sont réunis en sommet ce lundi à Bruxelles pour redonner un nouvel élan à l'Alliance Atlantique et tenter d'afficher une position commune sur les défis géopolitiques majeurs posés par la Russie et la Chine.
Après son annulation l'an dernier, la Biennale de la danse de Lyon est de retour. Elle bat son plein jusqu'au 16 juin 2021 au rythme d'un programme riche en performances de tout type de danse dans différents lieux de la ville et de la région. En Iran, les 7 candidats à la succession d'Hassan Rouhani se sont affrontés lors d'un débat télévisé samedi. Le 3e et dernier avant le scrutin présidentiel de vendredi. 5 des prétendants sont des ultra-conservateurs triés sur le volet par le Conseil des gardiens de la Constitution. Attention, attention, la Covid-19 continue de sévir. Pour vous protéger et protéger les autres, vaccinez-vous. Vous êtes âgé de 18 ans ou plus, vous pouvez recevoir les doses de vaccin contre la Covid-19. Alors, faites le geste qui sauve. Rendez-vous au poste de vaccination implanté dans l'information sanitaire de votre arrondissement ou de votre commune ou appelez le 136 pour tout renseignement. Les vaccins contre la Covid-19 sont sûrs, efficaces et gratuits. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Ce journal se refait. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur l'ORTB.